Le 14 juillet 1789, au petit matin, les habitants de la capitale n'ont qu'une obsession, s'armer par tous les moyens pour pouvoir résister aux troupes royales. J'ai pris tout ce qu'on a trouvé, il y en a au moins un par personne. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, allez les gars. Pendant que l'on s'organise dans les faubourgs populaires, les volontaires de la garde municipale se dirigent, eux, vers l'hôtel royal des Invalides, où ils saisissent plus de 30 000 fusils et de nombreux canons. Dans le même temps, le peuple de Saint-Antoine se dirige vers la forteresse de la Bastille pour récupérer de la poudre à canon. La prison royale symbolise ce pouvoir militaire qui menace la nouvelle commune de Paris et qu'il faut impérativement désarmer. Ils sont des milliers à tenter de franchir les murailles qui protègent l'impressionnante forteresse. Le gouverneur de la prison, Delaunay, fait alors ouvrir le feu sur la foule. Des dizaines d'assaillants sont tués. Mais lorsque la nouvelle garde parisienne, armée de canons, vient prêter main forte aux assaillants, le rapport de force s'inverse. La première enceinte est franchie, puis l'assaut est donné. Évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on se disait pas ça. Il y avait les tonneliers, les menuisiers, les tailleurs, les cordonniers, tout le monde. J'ai même vu des curés en soutane. On s'est pas posé de questions et on y est allé. Mais une fois à l'intérieur, c'était sanglant. Il y a pas mal de gars qui sont pas ressortis. Moi-même, j'ai cru que j'allais y passer. Tiens, tu devineras jamais qui m'a sauvé. Athanas, tu sais, le gars qui voulait sauver son bureau des impôts. Bah, il était là, lui. Moi, je te jure, j'avais décidé de rentrer chez moi. Après l'histoire de l'octroi, j'étais furieux. Mais j'ai croisé Arsène le couvreur. Il portait un canon qui était 3 fois plus gros que lui, alors je lui ai filé un coup de main. Et je me suis retrouvé à la Bastille. Et quand la foule a enfoncé les portes, j'y suis allé aussi. C'est comme si une colère que j'avais gardée au fond de moi, tout d'un coup éclatait. Je me reconnaissais plus. Et j'ai voulu partir, mais je me suis retrouvé dans un couloir et je trouvais plus la sortie. C'est là que je suis tombé sur Jonas. Et dans ce couloir, c'était l'horreur. Ils s'étaient tous fait prendre comme des rats. C'est un miracle qu'on s'en soit sorti. Après plusieurs heures de violents combats, Delaunay fait hisser le drapeau blanc. La foule se saisit du gouverneur parce qu'il a fait tirer sur le peuple. Il est conduit place de Grève, devant l'hôtel de ville, où il est lynché et décapité. Sa tête est symboliquement portée sur une pique pour bien signifier que le peuple de Paris est désormais maître de la ville et qu'on ne lui volera pas la révolution qui vient de débuter. Cette fois, Louis XVI est bien obligé de rendre les armes. Le 17 juillet 1789, le roi vient à l'hôtel de ville pour recevoir symboliquement des mains du nouveau maire, Jean-Baptiste Bailly, les clés de la capitale. Après avoir cédé devant l'Assemblée nationale, le roi est maintenant forcé de reconnaître la Commune de Paris. C'en est terminé de la monarchie absolue. Le roi va devoir partager son pouvoir. La France bascule dans une monarchie constitutionnelle, symbolisée par la nouvelle cocarde tricolore que Bailly offre au roi. Le bleu et le rouge, couleur de Paris, sont associés au blanc, couleur de la monarchie française. Mais cette capitulation du roi n'apaise pas le royaume, qui est soudainement pris de fortes convulsions. Le peuple des villes et des campagnes, qui ne comptait pour rien dans l'ordre politique de la monarchie, semble soudainement prendre sa revanche. À Paris, le peuple a décidé de se faire justice lui-même. L'intendant de la ville, qui incarne les abus de l'ancien système, est pendu à la lanterne de la place de Grève. Et son corps est démembré. Je cautionne ni la violence ni les assassinats. Mais la pire des violences, c'est quand ils ont tiré sur nous à Réveillon. La pire des violences, c'est celle qui nous oblige à faire les corvées et à payer la dîme. La pire des violences, c'est tous les devoirs pour les uns et tous les droits pour les autres. Elle est là, la vraie violence.
Dans les campagnes du pays, une grande peur populaire se propage pendant l'été. On craint une attaque des princes de la noblesse en exil. On croit que des milliers de brigands à la solde des nobles vont ravager le pays. La peur se transforme en colère contre les seigneurs et leurs châteaux, qui incarnent cet ordre ancien dont le peuple ne veut plus. À Versailles, ce sont maintenant les délégués des trois ordres, noblesse comprise, qui forment la nouvelle Assemblée nationale en charge de la direction du pays. Face à la révolte populaire en cours, les députés discutent fiévreusement des mesures à adopter. Quand dans la nuit du 4 août 1789, ils vont tout à coup prendre une décision historique, comme le raconte Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne. Un député de la noblesse, M. de Noailles, a pris la parole et il nous a dit « Avant de vouloir rétablir l'ordre, il faut détruire la cause du désordre. » Et cette cause, c'est l'injustice fiscale. C'est ainsi que nous avons vécu cet événement où en une nuit ont été abolis tous les privilèges. Quel beau spectacle de voir la noblesse et le clergé renoncer à la tribune, à tous leurs anciens droits de chasse, de pêche et à toutes ces servitudes qui écrasaient les gens des campagnes. Pendant cet été 89, l'ordre politique ancien, fondé sur les inégalités, va voler en éclats. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Et le 26 août, l'Assemblée adopte une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est quoi qu'ils ont écrit? Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'article 2 de la Déclaration précise que ces droits naturels et imprescriptibles sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La révolution populaire vient de se transformer en révolution citoyenne et démocratique. Pour la première fois de notre histoire, un texte vient sacraliser les droits de chaque citoyen, garantissant l'égalité entre tous les Français. Ceux qui n'avaient jamais compté ont tout à coup le sentiment d'exister pour la première fois. Cette révolution citoyenne, Paris va en devenir le laboratoire. Dans la capitale, on ébauche un système de démocratie directe. La commune instaure 48 assemblées locales à partir du découpage établi lors des États généraux. Saint-Marcel, Saint-Antoine, Saint-Germain-des-Prés. Chacun de ces nouveaux districts politiques dispose aussi de son bataillon de la force armée de la ville, que l'on appelle désormais la Garde nationale. Une garde nationale dirigée par le marquis de Lafayette, député de la noblesse, qui défend la révolution en cours tout en restant fidèle au roi. Dans le faubourg Saint-Marcel, c'est le brasseur Juste Coupigny, investi depuis toujours dans la vie sur ses bords de Bièvre, qui a pris naturellement les rênes du district des Gobelins. Dans ces premières réunions, une question cruciale se pose. Qui a le droit de voter? Uniquement les plus riches, sur le modèle des États généraux, ou bien tous les Français? Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Tu comptes peut-être voter? Tu me piques moi aussi. De quoi je me mêle? Oula! Ah oui, de quoi je me mêle? Surveille tes épingles, balavoine, des fois que je te pique sans faire exprès. Quand nous avons entendu l'appel du peuple, qui aspirait à plus de liberté et plus de pain, nos camarades, ils sont morts pour prendre la Bastille. Nous avons payé le prix du sang. Et nous pensons que ce prix nous donne le droit de voter, même si on n'a pas les moyens de payer l'impôt. Il faut que vous compreniez parce que ça ne va pas! Citoyen l'amoureux. Citoyen l'amoureux, je suis bien d'accord qu'un honnête homme comme vous devrait pouvoir voter dans ce district. Mais enfin, si on ne met pas la limite de l'impôt, songez à tous les gens sans feu ni lieu, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pourront faire de même. Il a raison! C'est pas
pauvres qu'on est bêtes, hein. Et la garde nationale, alors? Hein, faut payer 4 louis d'équipement pour en faire partie. Donc ça veut dire que nous, qui nous sommes battus, on peut ni voter, ni faire partie de la garde. Et c'est pas normal. Non, mais... Je vous demande un peu de calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je pense qu'il faut retourner au calme. Le calme reviendra quand la justice reviendra. Écoutez-moi, après la victoire que nous venons tous de remporter, je pense qu'il est temps... Nous, bien entendu. Mais t'étais où, Coupigny, quand on a pris la Bastille? T'étais où quand j'ai pris ce mousquet à un Suisse qui essayait de me trucider? Je te préviens, Coupigny, hein, si tu veux me le prendre, va falloir venir le chercher. Enfin, j'ai rien contre toi, Jonas. Citoyen Le Bigan. Bon, oui, citoyen Le Bigan. On ne peut pas donner des armes à n'importe qui. Moi, je te dis que la bataille n'est pas terminée, tu comprends ça? Les Parisiens font le difficile apprentissage de la démocratie. Qui décide? Qui a le droit de porter une arme? Des débats houleux, dont les résultats seront ensuite transmis à l'Assemblée nationale, qui tranchera à la fin du processus. Et moi aussi, je suis contre la condition de l'impôt. Et je soutiens le suffrage universel. Mais un suffrage vraiment universel où les femmes, elles doivent pouvoir voter. Et c'est pas parce qu'on porte un jupon qu'on peut pas réfléchir. Moi, Gabrielle Pêcheloche, moi j'étais aussi à la Bastille. Et ça me donne le droit de voter. Tout autant que vous. Ouais, une lavandière maintenant. On aura tout vu. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et pourquoi pas faire voter mon âne? Et alors? Ça suffit. C'est Gabrielle, elle est du Faubourg. Tu la connais? Ah non, elle a un tempérament comme ça, je m'en souviendrai. Bon, puisque tout le monde s'est exprimé, votons. Nous proposons le vote soumis à l'impôt masculin et le vote au suffrage universel masculin. Eh mais nous? Ah oui. Et le suffrage ouvert à tous, hommes et femmes. Bien entendu, ne pourront voter, selon les règles encore en vigueur dans ce pays, que les citoyens ayant payé l'impôt. Alors, calmez-vous, sinon je fais évacuer tous ceux qui n'ont pas le droit de vote. Eh ben oui. Bien, le vote censitaire, donc limité aux hommes qui paient l'impôt, est adopté à la majorité des voix. J'ai une annonce importante à faire. Étant donné l'enthousiasme des volontaires pour la garde nationale, le district, sur la proposition du citoyen Bouvreuil, l'abbé Bouvreuil, ici présent, a pris la décision suivante. Le district pourvoira en armes et en uniforme tous les volontaires n'ayant pas les moyens de le faire. Pour moi, on a gagné. Bah, fallait pas se leurrer, on n'avait aucune chance de l'avoir, le droit de vote. Garder les armes, c'était ça notre vrai combat. Et hors de question de les rendre. On n'a pas fait tout ça pour qu'on nous dise « Merci, messieurs, vous pouvez rentrer chez vous » et faire comme si ça pouvait continuer comme avant. Bah, si on a le droit de se battre, on a aussi le droit de voter, hein, ça va ensemble. On va voir ce que vont dire les autres districts et ce que l'Assemblée décidera à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que si on vote pas, bah, les autres pourront nous chasser de la garde à n'importe quel moment. Alors tu parles d'une victoire? Ah non, tu vois, ça me va pas. Comme d'habitude, on n'écoute pas les femmes. Mais c'est nous qui nous battons pour trouver du pain tous les jours, et je peux te dire qu'en ce moment, c'est dur. On crève de faim pendant que les autres là-haut, ils continuent à s'empiffrer. Mais on va pas se laisser faire, hein. La révolution, c'est la nôtre aussi, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement ses pensées, dit la Déclaration des droits de l'homme dans son article 11. C'en est terminé de la censure royale et des pamphlets affichés la nuit en secret. Alors les journaux se multiplient dans le pays, comme une première preuve tangible du changement de société. Des opinions qui, dans un royaume où la majorité ne sait pas lire, sont souvent partagées à haute voix. Le plus radical et bientôt le plus populaire des journalistes révolutionnaires est Jean-Paul Marat.
qui publie depuis septembre L'Ami du peuple. Quant à l'avocat Camille Desmoulins, il se passionne pour cette nouvelle presse, dont il choisit à son tour de faire son métier. Le Palais Royal, le jardin du Palais Royal, c'est à ce moment-là un endroit extraordinaire. C'est le foyer du patriotisme. On n'a pas besoin de demander la parole à un président et d'attendre 2 heures son tour. On fait monter l'orateur sur une chaise et s'il est applaudi, il rédige son intervention pour la publier et s'il est sifflé, il s'en va. Il y avait pourtant une menace terrible sur ce vent nouveau de liberté. Le veto de Louis XVI. Et parce que le roi ne voulait pas signer l'abolition des privilèges ni la déclaration des droits de l'homme. Et à mon sens, on n'a pas assez dit combien ce veto était désastreux. Parce que le peuple avait le sentiment qu'on était en train de lui voler sa victoire. Et en septembre, la tension est très très forte. Et je ne suis pas peu fier que ce soit par un article de journal de mon confrère Gorgias que Paris se soit une nouvelle fois soulevé.